C'était une pseudo-intervention d'abord pour saluer le travail de Julien. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme introduction de la journée. Chapeau d'y être allé déjà, parce que comme tu dis, il faut y aller dans ces coins-là. Chapeau parce que tu arrives presque à nous faire rendre sympathiques et presque beaux des endroits qui sont partis les plus pourris, je pense, de Marseille. Là, j'ai vu tout à l'heure quand tu présentes l'histoire des caddies, je pense qu'il n'y a qu'un artiste qui peut arriver à trouver un aspect positif aux caddies qui sont jetés de partout. Mais au-delà de ta présentation, encore une fois, j'insiste, je trouve que c'est génial la façon d'aborder avec un regard un petit peu ironique et positif ces coins-là. Ton impression, là, s'il y a limite on a vu là son côté professionnel, mais après, en tant que citoyen, en tant que Marseillais, ton impression par rapport à ce que tu as vu, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut laisser dans l'état et finalement le mettre en scène et rebondir là-dessus et faire une sorte de la friche à Belle de Mai, mais étendue sur tous les quartiers nord, en faisant croire que c'est super bien, avec des bâtiments pourris, ou est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? Non, je pense qu'il y a vraiment un terrain pour faire autre chose. Parce que justement, tous les exemples qu'on a vus d'éléments ou de tentatives de villes qui sont en fait, qui restent des tentatives dans ces coins, parce que c'est toujours il y a des failles de partout. Et justement, ce côté-là qui rend l'aménagement presque éphémère en fait dans les quartiers nord. Il y a des couches et elles se déconstruisent toutes seules. Et il faudrait jouer de ça justement pour re-questionner qu'est-ce que c'est la ville et qu'est-ce qui finalement fait l'identité de ces coins-là. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a Yes We Camp qui travaille sur le bassin de Séon en ce moment. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ça peut être par du land art, ça peut être par des balades, ça peut être par des parcours, ça peut être par de l'habitat même éphémère. Je ne sais pas comment est-ce qu'on habite dans l'argile, ce genre d'expérimentation. Et puis c'est l'occasion aussi de décloisonner, parce que tout ça, c'est des mini-prisons. J'en ai pas trop parlé, mais j'aurais pu parler de la fabrique du monstre et de Pujol et des minots qui pensent même pas à fumer leur shit avant de le couper à l'huile de vidange. Et c'est tous ces petits trucs-là, en travaillant cet ensemble, on pourrait... oui. Mais c'est pas forcément par l'aménagement. Ça peut en faire partie, mais c'est qu'une composante. Moi, j'ai une question à te poser, en fait. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes entré en discussion avec les gens qui habitent là? Et est-ce qu'eux vivent bien cet endroit? La vue de la Viste sur le Grand Littoral et sur la mer, la première fois que je l'ai vu, je suis tombé sur un papy en fait, qui était là. Et lui, il le vit mal. Lui, il a connu ça même avant la carrière. C'est-à-dire que pour lui, ça reste le domaine de Foresta, le château, la chasse, les moulins. Donc forcément, lui, il est déçu. Il le vit pas bien. Mais après, il y a des gens qui sont... il y a des gens très différents qui se croisent en fait dans ces espaces. Les gens qui viennent pour faire leurs courses ou pour aller à Leroy Merlin, ou même qui viennent juste se garer sur le parking pour regarder la vue, eux sont contents. Dans les grands ensembles, c'est vrai qu'on a eu peu de contacts parce que les habitants qui habitaient avant le bidonville de Lorette qui étaient là et qu'on a relogé dans la Castellane, et en fait non, eux voulaient rester dans leur bidonville. Laurent Safre, écologue de l'IMBE, vous avez présenté un peu ironiquement, peut-être que l'ironie était aussi sur quand vous avez mentionné les Roms. Et je me demandais à ce moment-là, est-ce que notamment les architectes se posent la question d'aménager des habitats temporaires pour favoriser justement l'esprit des gens du voyage et de partir et de continuer les voyages, et que finalement c'est pas eux qui font partie, le mot n'est pas correct, mais de la saleté que vous avez présentée dans cette région de Marseille. Et donc peut-être que, est-ce qu'au niveau architecture, le développement durable ne tient pas compte, ne peut pas être basé sur des structures temporaires qui permettraient justement aux humains de voyager plus, que notre habitude, ça serait de voyager et non pas de rester toujours sur place. Sylvette Deneuf, le sociologue. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez regardé assez précisément ceux qui s'en occupent de tout ce coin que vous avez regardé? Parce que contrairement à ce que vous avez présenté, c'est pas un joli espace vide dans lequel personne n'a de projet. La ville, il y a des projets, la spéculation y bat son plein. Foresta, il y a plein de problèmes parce qu'il y a des malins qui trouvent que c'est un très bon endroit pour faire de la spéculation, etc. Et ainsi, vous avez dit joliment l'endroit des pilotes de Ryanair, comment ça a été constructible. Verduron, c'est constructible jusque sur le site Celto-Ligure. Donc, c'est pas du tout comme ça, une campagne, une nature. C'est au contraire un lieu de rapport de force et de pouvoir que la ville utilise beaucoup. Est-ce que vous avez regardé ce que donnent les plans d'urbanisme ? Non, vous avez tout à fait raison de le souligner.
C'est peut-être rappeler que le politique n'est jamais loin et qu'il ne faut pas oublier la dimension politique de ces démarches. Christian Tamissier, École du paysage et LPED. Je te félicite pour ce magnifique film, cette balade vraiment que de découverte. Je voulais te demander si, entre les images que tu montres de ce territoire fabriqué par la morphologie, par l'histoire et par les habitants, par l'économie, et les images qu'on a vues avant de land art dans une nature qui n'a strictement rien à voir avec ce qui reste dans la nature. Est-ce que toi, en tant que professionnel, est-ce que tu te positionnes pour intervenir et qu'est-ce que tu peux retirer des images du land art dans ce territoire-là? Oui, on peut trouver dans le land art des formes. Moi, ce qui me frappe dans le land art, c'est la fragilité ou le côté éphémère et respectueux, même si c'est pompeux, de la nature. C'est un peu une leçon pour l'aménagement que l'on vit et que l'on a pu voir. Bon, juste une remarque. Moi, j'ai la sensation que le GR 2013, il a un peu commencé comme ça, avec Nicolas Mémin et Hélène Aspez qui se baladent, qui trouvent des passages pas possibles dans des bus, des trucs comme ça, et qui révèlent un territoire. Alors, toute la question politique, toute la question de la spéculation, le cinéma qui s'est écroulé, le plus gros sinistre de l'histoire de la MAF, la fabrique du monstre, Marseille en roman, etc. Tout ça, on connaît, on lit, ça c'est la partie connue. C'est vraiment important que des gens apportent un autre regard, parce que ce regard, il est très très puissant. La qualité des images le prouve. Et effectivement, on a un précédent assez remarquable avec ce GR qui montre que ça peut aboutir à des choses très importantes qui peuvent enclencher des processus de requalification, de prise en compte des qualités, etc. vraiment importants. Voilà. Il est vrai que pas mal d'associations comme le Pérou s'intéressent à la question des Roms et des installations temporaires que des populations qui sont en déplacement ou qui sont marginalisées trouvent sur des sites. C'est une vraie question complexe. Et il y a effectivement un travail qui se fait pour accompagner ces populations, leur donner les moyens de bien vivre à l'endroit où elles se trouvent, sachant qu'elles sont en mobilité assez continue, puisqu'elles sont chassées régulièrement sous la pression des voisins, la pression des propriétaires de terrain, se retrouvent ailleurs et reconstruisent et recommencent. Donc, oui, il y a pas mal d'activités. Votre question, elle m'amène à réfléchir à une autre idée, enfin une double idée. Finalement, en faisant ce cheminement un peu forcé, c'est-à-dire en passant dans des endroits où on n'est pas invité à passer a priori, on s'aperçoit qu'il y a des continuités, le canal en est une, qui finalement est donnée par l'histoire. Aujourd'hui, sa fonction, elle n'est plus d'amener de l'eau, mais elle pourrait être effectivement d'amener des gens. C'est donner la possibilité simplement de traverser ce paysage et de profiter de ce qu'il offre, en termes de vue, en termes de déplacement à une courbe de niveau presque régulière, sauf la pente qui fait couler l'eau. Et donc on a une infrastructure qui est donnée par l'histoire, dont on pourrait dire qu'en la regardant positivement, elle devient le support d'une nouvelle pratique ouverte à tout le monde. Alors il y a là finalement peut-être déjà du land art, au sens que cet art de l'infrastructure, cet ouvrage d'art, existe en soi et on peut peut-être le transformer pour en faire le support à autre chose. Alors avec vocation écologique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'usage du piéton, du cheminement, de celui qui contemple. Et du coup, entre la mobilité des Roms qui se déplacent et la mobilité de celui qui force le passage, on est dans les deux cas devant des usagers finalement qui ne sont pas invités à être là où ils vont ou là où ils sont, et dont on s'aperçoit qu'ils révèlent en même temps des lieux que l'on pourrait partager avec les autres et auxquels on pourrait donner une valeur. Voilà. Donc ça me semble un point intéressant que de forcer les chemins ou de forcer les lieux. C'est important à penser par rapport à ce que tu as commenté de ton parcours. On est, en tant que professionnel, très rapidement normalisateur au fond. C'est-à-dire que regarder les caddies, regarder le canal, la buse par laquelle on passe, on s'aperçoit qu'on normalise vers le sens du négatif éventuellement ou du positif, et que l'on est dans une discussion, dans un débat entre nous sur cette valeur positive ou négative qu'on accorde. La normalisation, elle est diffuse quand l'habitant, dans son voisinage, fabrique les conditions de son espace de vie, fabrique ses confins un peu informes, etc., mais il trouve du plaisir pour y vivre.
La normalisation, elle est radicale et puissante quand elle tombe du ciel par une décision politique et qu'elle transforme, pour des questions réglementaires, comme vous le disiez, ce territoire comme un territoire à enjeu autre que ce qu'il est. On peut se demander à la fin du compte si dans ce débat, dans ce regard normalisateur que l'on porte forcément, on n'a pas inventé les conditions d'un débat à différentes entrées qui donne la possibilité à ceux qui vivent, soit par effraction, soit par marginalité, ces lieux pour en dire la valeur et rencontrer ou créer l'espace de rencontre et de discussion avec ceux qui ont le pouvoir de le transformer radicalement et faire valoir les arguments que l'on peut trouver comme positifs à ces lieux avant de les éradiquer. Ouais. Arnd Saatkamp de l'IMBE, je suis écologue et botaniste. Alors, je trouvais très intéressant ton regard qui vient de quelqu'un qui s'intéresse à l'urbanisme. Parce que moi, en tant que botaniste, je cherche justement à chaque fois dans une ville cette diversité de situations contrastées qui finalement amène pour moi une diversité d'organismes aussi qui est liée à ça. Et bon, je suis allemand, donc j'ai grandi dans des villes d'Europe centrale qui sont extrêmement bien planifiées, extrêmement propres. Et ce qui me passionne à Marseille, c'est justement cette diversité de coexistence possible, de non-planification, qui permet finalement à une nature de s'installer et de persister dans un paysage urbain, avec une diversité qui est inimaginable dans des villes qui sont, où on peut vraiment parler d'urbanisme dans le sens que ça veut dire dans la plupart des têtes des gens. Et là, je pense que ce regard, il est intéressant dans le sens que il faudrait peut-être mettre en question notre volonté de vouloir aménager un espace très global, très complet, et de plutôt laisser faire des choses, avoir des éléments mobiles avec un turnover rapide, mais à côté de ça, laisser les traces de l'histoire aussi se persister, mais sans trop vouloir y intervenir. Peut-être plutôt voir ça comme un mur tagué où chacun rajoute une petite touche et de temps en temps on enlève une grande partie parce que finalement on en a marre de ça. Et puis, mais au final, on garde une diversité de choses parce que pour nous, finalement, d'un point de vue naturaliste, c'est super intéressant ce genre de mélange aussi du point de vue organismique. On peut pas, une ville sans la nature, c'est juste pas pensable.